Chers amis internautes, bonjour, merci de nous retrouver sur le Salon Nautique de Paris. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui un invité, Alain Pichavant. Bonjour Alain. Bonjour. Alors Alain, aujourd'hui, une grande première pour vous, nous démarrons avec vous. Nous faisons des journaux en direct du Salon Nautique. Habituellement, on fait toujours des débats, et donc vous essuyez les plâtres avec nous. Oui, je suis plâtre avec vous pour Voile News, mais bien évidemment, c'est des choses qu'on a déjà faites, puisque Radio France a régulièrement eu des studios sur le nautique, par exemple, donc c'est quelque chose qu'on connaît. Oui, vous avez déjà une grande expérience en la matière. Peut-être pas moi, mais en tous les cas, le salon et les équipes du salon, c'est des choses qui demandent un petit peu de logistique, bien évidemment, un petit peu d'organisation et de préparation, mais bon, ça va aussi être une expérience intéressante pour vous, je présume. Alors, cette organisation du salon, vous avez commencé depuis combien de temps, en fait, à préparer ce salon ? Bien, le salon, on commence à le préparer. Alors, pour être honnête, c'est pas le lendemain de la fermeture, parce qu'on prend quand même le temps de prendre des vacances à Noël et au 1er de l'an. Mais on le commence dès le début de janvier. On a un timing qui est à peu près le même tous les ans, c'est-à-dire que on consacre environ 15 jours à faire un bilan du salon. Et puis ensuite, tout de suite après, on commence à travailler sur la stratégie et les objectifs qu'on se fixe pour la fin de l'année. Ça, généralement, c'est prêt pour fin février. Et ensuite, on attaque la partie commerciale, c'est-à-dire que il faut le remplir. Voilà, on loue les mètres carrés et on essaye d'agencer ça pour que le salon ait une bonne visibilité au niveau des visiteurs, une bonne lisibilité, que le visiteur s'y retrouve facilement, pour le mieux, sans trop bouleverser ses habitudes. Et puis ensuite, on attaque la communication, la partie communication, tout ce qui est partenariat pour les animations. Et puis on est déjà au mois de septembre, octobre et on est déjà en retard. Et l'installation avec la neige cette année ? Alors l'installation, donc c'est environ 15 jours avant le début du salon. La première semaine, donc la première semaine du montage, donc la semaine dernière, le début de la semaine dernière, c'est relativement bien passé. Les conditions climatiques étaient assez difficiles, mais quand même beaucoup de retard, je crois, avec les camions. Et puis tout s'est gâté après l'arrivée de tous les convois exceptionnels. Quand il s'est mis à neiger, à partir de mardi, où là on a eu des gens de Bretagne, de Normandie, qui ont mis 36 à 48 heures pour rejoindre Paris. Donc là on a été très en retard jusqu'au vendredi soir, et les derniers bateaux sont entrés dans la nuit de vendredi à samedi dans le parc. Alors ce JT vous est proposé pour cette grande première, bien sûr pour le magazine Voile News, mais également le magazine Bateau et Overlap pour la partie production. Alors sur ce magazine, nous allons vous présenter l'actualité sur le nautique du jour, donc plusieurs nouveaux bateaux, notamment l'Aviateur, un petit quillard qui est le grand frère du Souriceau qui était présenté voici 2 ans, un paddleboard selon la marque Bic, également le nouveau Tofino 12 désigné par Philippe Stark, le nouveau RM 1060 du chantier RM, un nouveau catamaran de sport qui est le Matia 17 et de nouveaux vêtements écologiques proposés par Henry Lloyd. Et bien sûr, nous conclurons ensuite avec Alain qui va nous parler de l'actualité du nautique et de toutes ces nouveautés. Alain, vous pratiquez vous-même les sports nautiques ? Oui, moi je suis un pratiquant, alors maintenant un peu de loisir, mais je viens du monde du sport au début, puisque j'ai fait beaucoup de dériveurs dans un premier temps. Quand la planche à voile est apparue, j'ai commencé à faire de la planche à voile, en continuant à faire de la régate, bien sûr en dériveur. Et puis après, j'ai fait de la compétition pendant près de 10 ans en planche à voile. Après, je me suis mis au quillard, comme il se doit, et puis aujourd'hui, je continue à naviguer. Et puis quand j'ai l'occasion de prendre le départ d'une course, je la manque jamais. Donc c'est votre passion, en fait, la passion de la voile, et en même temps organiser le Salon Nautique de Paris. C'est le summum. Oui, on vient de voir un extrait donc de l'Aviateur, donc un chantier qui est un bateau qui est fabriqué au chantier Pichavant. C'est effectivement ma famille. Donc ça fait longtemps que je baigne dans cet univers de la voile, du nautisme d'une manière générale, et c'est vrai que c'est un peu le hasard qui m'a amené à m'occuper du salon, mais toujours est-il que c'est un univers que je connais bien, voire même très bien. Vous avez fait l'introduction, effectivement. Maintenant, Emmanuel Vandes du magazine Bateau nous propose ce nouveau bateau qui est donc l'Aviateur. Bonjour Pierre, je suis à bord de l'Aviateur 570 dans une bulle bien protégée, où la tempête dans un verre d'eau nautique. Je vais retrouver l'architecte Eric Ansval qui va nous présenter ce voilier. Bonjour Eric Ansval, vous êtes l'architecte de ce voilier. Vous aviez déjà dessiné un voilier qui est assez proche, plus petit, le Souriceau. Celui-ci est plus grand. Est-ce qu'il a les mêmes ambitions? Est-ce qu'il est aussi un bateau turier? Oui, c'est vrai, par sa conception, c'est le cas, parce qu'il fait 1 mètre de plus, donc c'est conséquent dans ces petites tailles.
Et puis, comme il fait 1 mètre de plus, on arrive à une taille conventionnelle qui permet d'utiliser le bateau en petite croisière, surtout familiale, tout simplement. Et puis, on peut conserver des rêves hauturiers si on le veut, parce qu'on a un bateau qui est très marin et fortement lesté et comment dire, et puissant. Donc ça permet toujours d'élargir le programme, quoi. Bon, puis on l'a vu avec ces bulles qui sont un clin d'œil aux voiliers de moitessier de grande croisière qui donnent effectivement envie d'un peu d'en découdre un peu au large avec l'océan. Oui, c'est un clin d'œil à l'aviation, au Bombardier. Ça, c'est un clin d'œil beaucoup à M. Tabarly, Moitessier, et tout, M. Herbulot et compagnie, hein, toute cette bande d'hommes extraordinaires qui ont utilisé ça. Et puis, pourquoi pas les remettre au goût du jour et puis s'en servir pour changer un petit peu. Et puis c'est toujours aussi utile, quoi. C'est toujours aussi pratique. D'accord, ce voilier est construit en contreplaqué époxy, il est disponible éventuellement en construction, on va dire, semi-finie, enfin un amateur peut le finir. Quels sont les prix, quels sont les différents prix donc à partir du kit ou fini? Donc on peut soit acheter les plans et faire tout seul, et surtout, bien plus intéressant encore, il y a 4 versions de livraison et de finition. Il y a une première version à partir de 6 600 € qui fournit une coque préstructurée qu'on peut se faire livrer à la maison et puis la finir avec le dossier de plan. Et puis après 2 autres versions plus abouties, dont une à 17 000 € qui est très intéressante parce que la finition est déjà effectuée. Et puis après, on n'a plus qu'à castiller son bateau. Et ça, c'est un domaine assez sympathique et très accessible. Et la version finie coûte? Et la version finie coûte 26 900 €. D'accord, merci Eric, à très bientôt. Merci Manuel. Alain, en même temps que le nautique, vous avez d'autres salons sur cette même période ou sur d'autres périodes? Oui, c'est-à-dire que je m'occupe d'une division chez RIT qui s'appelle la division mer et loisirs. Donc, il y a différents salons nautiques, puisque je m'occupe également du Festival de la Plaisance de Cannes. Je m'occupe du salon de la piscine pour les loisirs. Et puis, parce qu'il y a beaucoup de concomitance entre ces salons, je m'occupe également du salon Maritima qui ouvrira ses portes mercredi. Alors Maritima, je crois, c'est une année sur 2. Oui, Maritima, c'est une année sur 2. Alors cette année, c'est une année avec Maritima, donc encore un petit peu plus de travail. Mais ce sont des salons qui tournent bien, qui ont une bonne autonomie, c'est-à-dire que le directeur du salon peut gérer convenablement. Et c'est vrai que ça me prend beaucoup moins de temps que le salon nautique. Alors, du quillard, on va passer maintenant à la planche pour faire le kitesurf et on retrouve Olivia Massan du magazine Bateau. Olivia, c'est à vous. Je suis sur le stand de BIC pour parler du SUP, le stand-up paddleboard. Donc c'est vraiment le truc à la mode, c'est vraiment sympa, c'est une grande planche sur laquelle on rame, on peut surfer, enfin bref. Je suis avec Benoît Tréguy qui s'occupe de la communication chez BIC. Alors Benoît, expliquez-nous le principe du SUP, comment on navigue sur un SUP? SUP, on est debout et on pagaille. On n'est pas légèrement fléchi? Bah si, légèrement fléchi pour garder l'appui, donc on pagaille, c'est sympa parce qu'on est debout, donc on a une autre vision de l'eau. En kayak, on est assis très bas, on a une vision très proche. Alors que quand on est debout, c'est vraiment agréable parce qu'on a une vision déjà du fond. La poisson qui passe en dessous, on le voit, les algues, si on a la chance d'habiter sur une côte où l'eau est transparente, c'est vraiment super. C'est pas forcément un engin pour les sportifs, c'est vraiment du pur loisir. C'est du pur loisir. On peut l'utiliser comme un engin sportif, il y en a qui l'utilisent comme un engin de fitness. Ça fait travailler les abdominaux, ça fait travailler les bras, ça fait travailler les jambes. Ça, c'est sympa, ça. Les jambes, on s'en aperçoit pas. On navigue en permanente recherche d'équilibre. C'est pas compliqué, mais on cherche toujours un peu l'équilibre. Et on s'aperçoit pas, on est concentré. Et le soir, on arrive, on a mal aux jambes, on sait pas d'où ça vient, mais on fait travailler les jambes. Alors qu'en kayak, on est que les bras. Et oui, ce qui est sympa avec le SUP, c'est que donc c'est aussi pour se balader, etc. Pour ceux qui ne sont pas forcément grands sportifs, mais il y a un côté vachement fun. On peut vraiment surfer la vague avec ça. Tout à fait, ouais. Moi, il y a 3 semaines, j'étais me promener sur la côte sauvage, c'était tout plat. Et d'un seul coup, je vois des vagues un peu plus loin. Je n'ai pas gagné de 200-300 mètres. J'ai trouvé un petit spot de vague. Il y avait 40 cm de vague. Et je me suis amusé à faire une petite glissade, comme on voit sur les photos dans le petit film. Là. On fait des petites glissades sur des vagues de 30-40 cm. Donc on peut trouver partout en France. Donc ça, c'est ça. D'accord, c'est pas trop casse-gueule?
Non, on tombe au début, puis après, une fois qu'on prend un peu d'assurance, on tombe de moins en moins, et puis après on tombe plus. Ouais, quand on est planchiste comme vous, c'est sûr c'est easy quoi. Mais bon, pour les débutants, c'est peut-être pas. Non, même si on tombe, c'est rigolo. L'été, bon, faut dire, l'hiver, vaut mieux être un peu aguerri, mais l'été, c'est un jeu. Le tomber. C'est une planche qui fait combien de long? Celle-là est fait 10-4, alors c'est en pied-pouce, c'est un peu plus de 3 mètres. Il y a plusieurs tailles? Plusieurs tailles. Ça, c'est une taille plutôt pour femmes et poids léger, et celle grande là est plutôt pour poids lourd. Et celle-là va surfer mieux que celle-là, parce que celle-là va un peu tout droit parce que c'est grand, et celle-là va être plus maniable. Donc c'est pareil, c'est un peu comme en planche à voile où on surfe, plus c'est court et plus c'est maniable. Ça coûte combien un sup? Entre combien et combien on peut acquérir un sup? Entre 600 et 900 euros pour celle-là. Oui, donc ça va, ça reste accessible. C'est quoi comme fabrication? C'est de la mousse? C'est du polyéthylène avec de la mousse dedans, et celui-là c'est du thermoformé, c'est avec de la fibre de verre et une enveloppe thermoformée plastique, et dedans un pan de polystyrène. Donc il y a 2 constructions différentes, pour 2 prix différents, pour deux qualités différentes. Et donc on a une pagaie. Une pagaie, ouais. Carbone, celle-là, elle est toute belle. Là, il y a en carbone, une autre en aluminium plus simple, ça dépend de votre niveau, ça dépend de... Parfait, bon, on va tous partir faire du sup cet été. Merci Benoît. Merci Olivia. Alain, je crois qu'en introduction, en démarrage du Salon Nautique, vous avez organisé un événement sur la Seine. Oui, c'était une grande nouveauté, puisque cette année, on voulait redonner un petit peu de visibilité pour nos jeunes qui étaient moins présents ces 2 dernières années au Salon Nautique. On a décidé d'organiser une grande course de stand-up paddle. Donc, on vient de voir le sujet, effectivement. Le sujet sur BIC vous a appris ce que c'était. Et on a organisé une course donc, ce matin entre la Bibliothèque nationale de France, donc la partie est de Paris, et puis le port de Javel-Bas, la partie ouest de Paris. C'est-à-dire qu'on est allé pratiquement d'un périphérique à l'autre. Il neigeait ce matin? Non, alors non, il n'a pas neigé pour nous, puisqu'on est parti avant la neige, puisqu'on a décollé, enfin le départ a été donné à 8h20, et les premiers ont mis un peu moins d'1 heure, et les derniers ont mis 1h30. En tous les cas, c'était une aventure, c'était une course en premier lieu, mais ça s'est transformé en aventure compte tenu des conditions climatiques qui étaient particulièrement rigoureuses ce matin. Il faisait quelle température? Il faisait, quand on est parti, il faisait environ -2. Wow. On est arrivé il faisait à peu près 0 1 heure plus tard, mais pour vous donner une idée, quand les compétiteurs posaient leurs planches, il y avait de la glace qui se formait sur leurs pagaies, c'est-à-dire qu'avec le vent qu'il y avait, on était encore en dessous de 0. Et quel est le premier? Non, la finale c'est bientôt sur la piscine. Alors, je crois. Oui, c'est une épreuve qui se fait en 2 manches, donc cet après-midi ils sont en train de faire les places de 50 à 12 dans un premier temps, ou à 8. Et puis en fin d'après-midi, donc on aura les finales. Bon, on ira voir ça. Alors maintenant, on va vous présenter un bateau magnifique qui est le Tofino 12 et l'intérieur a été redesigné par Philippe Starck. Damien Miden de Magazine Bateau nous le présente. Merci Pierre. Nous nous trouvons actuellement sur le stand de Latitude 46 à bord du Tofino 12 mètres qui vient d'être restylisé par Philippe Starck. Comment avez-vous abordé les aménagements de ce bateau afin peut-être de lui donner une touche plus moderne? C'est pas l'idée de donner une touche plus moderne, c'est plutôt à contrario de le rendre encore plus intemporel. Tofino est un bateau formidable qui avait compris avant les autres qu'en prenant le meilleur des 2 mondes, c'est-à-dire le meilleur de la technologie et le meilleur du classicisme, on aurait déjà un cocktail plus intéressant. Et là, on a poussé le vice au maximum en disant on n'achète plus un Tofino comme un autre bateau pour 5 ans, pour 10 ans, et après on est obligé de le revendre parce que l'idiot designer a fait quelque chose qui a été à la mode et qui est démodé maintenant. On dit qu'on achète un Tofino pour soi, pour sa vie, pour son fils et ses petits-enfants, au moins au minimum. L'idée de l'intemporalité, de la durabilité, de la longévité, de la transmission, de l'héritage deviennent des mots d'avant-garde après avoir été en obsolescence. Donc c'est comment être assez courageux pour faire le moins de style possible, parler simplement de l'intelligence, l'élégance de l'intelligence, de la qualité, la jubilation en face d'une belle piqûre sellier, du bon cuir, du bon bois, de la belle pièce métallique bien faite. C'est là où on est aujourd'hui et je crois que c'est là où sera le marché du futur, car je ne pense pas qu'on puisse continuer à mettre tout à la poubelle comme on fait aujourd'hui. Donc là, vous avez un objet de grand luxe, mais qui n'est pas un objet de grand luxe parce que s'il durait 3 ans, ça serait un scandale de luxe. Sauf que sur 3, 4, 5 générations, c'est vraiment pas cher.
Et cette intemporalité passe aussi par le mélange de matériaux qui vont être traditionnels, modernes, luxueux, peut-être plus classiques aussi. L'intemporalité, c'est toujours choisir le juste objet, la juste fonction, la juste matière. Donc quand il faut que ça soit du Kevlar, ça sera du Kevlar. Quand il faut que ça soit du cuir, ça sera du cuir. Quand il faut que ça soit de la toile, ça sera de la toile. Quand il faut que ça soit de l'acier inox coulé, ça sera de l'acier inox coulé. C'est ça l'intéressant, c'est-à-dire qu'il faut partir sans a priori, simplement en disant quelle est la justesse. Qu'est-ce qui doit être là? Qu'est-ce qui va donner la meilleure fonction pour toujours? Merci Philippe Starck pour tous ces éclaircissements sur le nautisme. Merci. Merci. Merci Damien. Alain, vous pouvez nous redonner quelques informations sur les exposants, combien d'exposants, et puis est-ce qu'il y a de nouveaux bateaux qui vous ont un petit peu surpris? Alors concernant les exposants, le salon est plutôt un petit peu plus grand que l'année dernière, sachant que dans la configuration avec 4 rôles comme on a cette année, on est pratiquement au maximum là, puisque on a près de 10% de surface de bateau en plus. Alors en bateau, j'entends bateau à moteur, pneumatique, voilier, donc ce qui est quand même relativement important. Au niveau des équipements, c'est plutôt aussi un petit peu mieux que l'année dernière. C'est plutôt un peu plus grand avec plus d'exposants. Et puis au niveau où on a peut-être un petit tassement, c'est au niveau des régions, du tourisme, qui a un peu moins de surface, mais avec plus d'exposants cependant. Donc une édition globalement, en 2008, on avait bien entendu eu un impact compte tenu de la conjoncture. 2009, le vrai impact c'était là avec une baisse d'au moins 20% de la surface du salon. Et cette année, on est remonté un petit peu. Je crois que c'est un peu parallèle à l'état de l'économie nautique en France, c'est-à-dire des industries nautiques, des constructeurs de bateaux en tous les cas, qui en 2009 avaient beaucoup baissé. Le salon avait beaucoup baissé en surface. Et en 2010, un léger rebond, si on prend la partie vendue en France et la partie vendue à l'export, un léger rebond de quelques pourcents. Et bien le salon nautique est parfaitement à l'image de son industrie. Alors Alain, maintenant je vous propose de retrouver un chantier qui est fidèle du nautique, c'est le chantier RM qui présente cette année le 1060 et c'est un sujet d'Olivier Vandenesse pour le magazine Bateau. Bonjour Pierre, je suis sur le stand Fora Marine qui présente une nouveauté qui est le RM 1060. Alors ce bateau est donc fait en contreplaqué époxy, c'est pour ça qu'il a des bouchins, mais le pont lui est en polyester. Il est rapporté sur la coque en bois donc. Les quilles, c'est typique du RM. C'est un biquille. Les quilles sont fixées sur une carlingue, ce qui permet d'échouer en toute sécurité sans aucun problème de structure. Le bateau est bien sûr disponible en quillard avec une seule quille. Pour les Méditerranéens, ceux qui n'ont pas besoin de s'échouer peuvent commander un modèle avec une seule quille. Donc ce voilier est quand même bien différent du 1050 qui a fait date dans le chantier puisqu'il a été commercialisé pendant plus de 10 ans. Ce voilier est donc plus large, pour plus de puissance. Il est aussi un petit peu plus long et son plan de voilure, on va le voir, a été lui aussi modifié. Et surtout l'intérieur. On va aller à l'intérieur pour voir tout ça. Nous voici donc à bord. On a un cockpit en T, donc là, pas trop de changements par rapport au 1050. On a donc une structure en T qui permet ici d'avoir un bon dégagement pour le rail d'écoute et d'avoir des coffres et une jupe qui sont très pratiques au mouillage. On va rentrer à l'intérieur pour voir là des différences qui sont quand même nettement plus importantes que ce qu'on avait sur le 1050. Donc une descente qui n'est pas trop angulée, à l'intérieur 2 niveaux. Et surtout, un roof panoramique, donc avec une vue, bon, ça on l'avait déjà, mais là un hublot beaucoup plus grand, d'une seule pièce, qui donc offre une vue absolument incroyable, sur les autres bateaux, on n'a pas du tout ce genre de dégagement sur l'avant. Ça donne un bateau très agréable à vivre. Autre gros point fort de ce plan d'aménagement, c'est la cuisine en U. Cette cuisine en U permet de se caler. Là bien sûr on est à plat, mais quand on est à la gîte ici, quelle que soit la gîte, on peut parfaitement se caler et donc cuisiner dans toutes les conditions. Ce qui est évidemment un plus en croisière. Une très grande table à cartes ici. On peut remarquer donc bien sûr la taille du plateau, ce qui est complètement inhabituel dans les productions aujourd'hui sur les autres bateaux de grande série. Et surtout les phares partout. Des phares qui non seulement permettent de se tenir à la gîte, mais aussi d'éviter que des objets ou des documents tombent à l'intérieur. Donc voilà, à l'évidence, un voilier qui est marin, qui est fait pour les gens qui veulent naviguer loin, qui veulent traverser l'Atlantique, qui veulent faire un an sabbatique en Méditerranée. Un bateau vraiment fait pour naviguer. Le prix de cette merveille, 153 000 €. Et si vous les avez, champagne.
Alain, on vient de voir ce sujet, donc le RM 1060 c'est déjà un grand bateau, mais il y a encore beaucoup plus grand, ça va jusqu'à 18 mètres. C'est facile de faire rentrer tous ces bateaux dans le nautique? Il y a un ordre peut-être? Alors c'est sûr que le RM 1060 pour le coup c'est le cœur du marché, c'est-à-dire qu'on est dans ce type de bateau avec lequel on peut faire de la navigation à la journée ou de la navigation plus hauturière. Au niveau du salon, c'est vrai que ça ne se fait pas dans n'importe quel ordre. Il est évident que pour des raisons techniques, de manutention, de place, on est bien entendu obligé de faire rentrer les plus gros bateaux en premier, sachant que les plus gros bateaux sont, dans le cas des voiliers par exemple, regroupés dans une même zone. Donc il y a vraiment un ordre d'arrivée des bateaux. Dans le cas des catamarans, pour vous donner une petite idée, les remorques, ce sont les mêmes remorques qui font les allers-retours. Donc ce qui veut dire qu'il faut anticiper énormément l'arrivée de certains bateaux. Donc il y a une vraie logistique à ce niveau-là. Au niveau du motonautisme, des bateaux à moteur, on n'a que 2 grandes portes pour rentrer les bateaux dans le hall. Ce qui veut dire qu'effectivement, il faut remplir le fond d'abord et puis avancer progressivement. Et une année comme cette année, où on se retrouve coincé par des conditions climatiques qui sont la neige ou le verglas, c'est vrai que là, ça nous pose de vrais problèmes parce qu'un bateau en retard peut en bloquer 10, 15, avec une tension qui monte chez les exposants, parce que ces exposants ont besoin de rentrer les bateaux pour pouvoir commencer à monter leur stand. Donc on s'est retrouvé dans une situation cette année où il y avait quand même plus de tension, on était moins cool que ces années précédentes. Bon, tout a fini par s'arranger, mais c'était un peu plus difficile. Donc un salon nautique, c'est beaucoup plus compliqué à monter qu'un salon de l'automobile ou un salon d'équitation par exemple. Oui, je crois qu'il y a une vraie différence, c'est-à-dire que la logistique, pour un salon comme celui-ci, on a 230 convois exceptionnels qui sont arrivés la première semaine et 80 qui sont arrivés entre le lundi et le mardi. Et tous ces convois exceptionnels, pour les plus grands, il y a des motards. Ils ont tous des escortes, c'est-à-dire des véhicules devant, derrière. Donc c'est une logistique en préparation, en autorisation qui est particulièrement lourde. Heureusement, on a le soutien de la préfecture, des forces de gendarmerie qui escortent les bateaux et qui parfois passent 3 jours sur leur moto pour amener des bateaux à ce qui est aujourd'hui le plus grand port de France, à Paris. Alors Alain, tout à l'heure vous me disiez que vous avez commencé la voile en faisant du dériveur. Je vous propose maintenant de retrouver un catamaran de sport, le Mathia 17. C'est un sujet d'Olivia Vincent pour le magazine Bateau. Olivia, c'est à vous. Merci Pierre, je me trouve actuellement sur le stand de Mathia. Donc François va nous présenter le nouveau Mathia S17, un catamaran de la classe 1.04 qui est assez high-tech, plus léger. Alors François, quelles sont les principales innovations de ce bateau ? Eh ben, la première chose, c'est que le bateau a été pensé pour être beaucoup plus léger que ce qu'il y avait jusqu'à présent. Donc il est en fabrication époxy. Combien de kilos il gagne par rapport à la précédente version ? Une trentaine de kilos. Ah oui, donc c'est énorme. Voilà, c'est énorme, mais il est toujours optimisé pour en faire un bateau dans la classe fameuse 1.04. Alors juste quelques précisions sur la classe 1.04, c'est quoi en 2 mots ? C'est une série de bateaux, c'est un concept au niveau des calculs de rating, des temps compensés, où les bateaux doivent avoir un temps compensé compris entre 1,035 et 1,044. Donc c'est un peu compliqué à expliquer comme ça, mais ça permet de naviguer en temps réel avec des bateaux qui vont de 16 à 18 pieds, qui sont plus optimisés pour les équipages légers, jeunes, mixtes, etc., etc. Autre évolution, je crois qu'il y a des nouveaux appendices, carrément une nouvelle carène, enfin c'est vraiment un autre bateau quoi. C'est un bateau complètement différent effectivement, on a juste gardé le plan de voilure au niveau du mât et de la grand voile. La carène présente des rodents un peu plus prononcés, un peu plus mode on va dire, qui permettent de limiter l'enfournement et d'avoir un meilleur comportement au près. L'arrière du bateau également est beaucoup plus large, qui permet une navigation sous spi beaucoup plus confortable. Et les appendices, je crois que vous avez des dérives sont moins larges, plus profilées, comment ça se passe ? Exactement, on a changé le profil de la dérive, un profil qui est étudié par des ingénieurs, bien évidemment, c'est fait par informatique. On a une dérive qui est plus étroite, plus raide, un tout petit peu plus longue, ce qui permet de garder le bateau dans la classe 1.04 tout en optimisant ses performances. Et la plateforme, donc vous avez travaillé aussi sur l'ergonomie coque-poutre, voilà, une plateforme ergonomique, c'est important en navigation ça. On a gardé les profils de poutre de la marque, par contre on a retourné la poutre arrière pour avoir un profil plus hydrodynamique et on a reculé la plateforme pour garder la grande longueur de coque
qui est inhérent à la marque, des bateaux qui sont très marins et qui n'enfournent pas. D'accord, donc Mathia S17, bateau italien. Dernière chose, François, le prix de ce bateau? Alors il est à 16 700 € TTC prix public, départ La Rochelle, bien qu'il soit venu d'Italie. Complet, hein, j'imagine, spi, voile. Complet, spi, prêt à naviguer, prêt à régater, prêt à se faire plaisir. Super, merci François. Merci Olivia. C'est bien un vrai retour de la voile légère sur le nautique. Ouais, je crois que la voile légère a toujours eu sa place sur le salon. Il est certain que depuis la crise de 2008, elle avait un petit peu de mal à réorganiser sa production. Donc en 2009, ils avaient été assez nettement moins présents. Et puis cette année, parce qu'il nous paraît essentiel d'avoir une vraie place aux premières activités pratiquées par les primo-accédants, il nous a paru intéressant d'essayer de leur redonner une vraie visibilité. Alors on a refait le village de la Glisse. C'est superbe en plus. À l'époque de la planche à voile, où la planche à voile était encore un secteur de l'industrie avec beaucoup d'activités. Donc on a refait un espace, on a regroupé les dériveurs, bien évidemment, les catamarans de sport, donc comme le Mathia, les planches à voile, le kitesurf, le surf, et puis ce nouveau sport qui est le stand-up paddle. Et une immense piscine pour faire les démonstrations. Ouais, pour faire des démonstrations. Donc, alors il y a des démonstrations et puis il va y avoir des initiations donc jusqu'à dimanche prochain pour permettre à tout un chacun de s'essayer sur ces différents supports. Alors à l'extérieur, il fait très froid, Alain, on a vraiment il neige. Pour conclure les différents sujets, on vous propose un sujet d'Olivia Vincent pour le magazine Bateau qui va vous présenter une nouvelle fourrure polaire écologique de la marque Henry Lloyd. Je suis sur le stand Henry Lloyd, donc on est dans l'équipement et je teste pour vous une polaire recyclable. Alors Florian, vous êtes responsable France d'Henry Lloyd. Donc depuis un an, Henry Lloyd se lance dans l'écologie. Alors qu'est-ce que c'est cette polaire entièrement recyclable? Comment c'est possible ça? C'est un nouveau matériau? C'est quoi? Nous avons sorti l'année dernière une veste de quart entièrement recyclée au niveau de la fibre et recyclable à l'infini. Donc qui est juste ici, c'était le premier modèle l'année dernière. Donc ce modèle, c'est vraiment une première dans le monde. C'est la seule veste qui soit étanche, respirante, recyclée et recyclable à l'infini. Et dans ce processus et dans cette volonté de développement de l'environnement, de l'écologie, on sort une nouvelle gamme qui correspond plus à des softshells et des mid-layers avec maintenant des polaires, des bonnets, des gants et un petit blouson double polaire, toujours dans la même gamme, recyclé et recyclable à l'infini. Ça veut dire quoi, recyclable à l'infini? Ça veut dire qu'on réutilise le matériau et on refabrique la même chose? Qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, la fibre est broyée. Lorsque les gens ne veulent plus de leur veste, ils la ramènent dans des points de collecte. Henry Lloyd collecte l'ensemble des vestes, broie la fibre, broie la veste, recrée une nouvelle fibre pour reconstruire soit une polaire, soit une veste de quart, soit une salopette ou soit les accessoires. Et ceci peut se faire à l'infini. Le seul point que nous avons qui n'est pour l'instant pas recyclable, ce sont les patchs réfléchissants et les zips qui, eux, ont besoin d'être retirés. D'accord, donc la polaire, c'est quoi? Il y a quoi? Toutes les tailles, pour femmes, pour hommes On est sur de l'unisexe, on simplifie, on passe du XS au double XL, on est en zip, en demi-zip, en bleu marine ou en noir, et donc hommes et femmes. Combien elle coûte cette polaire? On est sur une polaire à 90 € en prix public. Vous avez eu un prix d'innovation, je vois ça. Un prix, c'est quoi ce prix? Non, alors le prix, c'est pour une autre veste. Concernant la gamme Blue Eco, on a eu le Dame Awards l'année dernière au Metz d'Amsterdam. On a eu un deuxième Dame Awards pour l'environnement. On a eu 2 prix de l'environnement au Southampton Boat Show cette année. Et là, on était nominé pour une nouvelle membrane et une nouvelle génération de vestes de quart et de salopettes qui intègre maintenant un système de protection amovible pour les fesses, les genoux, les hanches, pour que ça convienne maintenant à toutes les personnes à bord. Super, merci Florian, bonne continuation. Surtout, n'attrapez pas froid. Hein. Alors Alain, maintenant parlez-nous, donc c'est le 50 ans, c'est le 50e anniversaire du nautique. Alors je pense que pour 50 ans, vous avez prévu quelque chose d'exceptionnel. Faites-nous, donnez-nous envie. Oui, il y a beaucoup de choses. Je crois que notre idée de base était de dire, 50 années, il s'est forcément passé beaucoup de choses. Ces dernières années, on avait le salon s'était aussi orienté vers de la prospection, des bateaux d'avenir. Bon, il y a l'environnement avec tout ce qui est électrique qui est important. Mais pour fêter ces 50 ans, on a décidé de faire des comparaisons, d'essayer de retrouver de vieux produits
importants qui ont marqué l'industrie nautique à leur époque, et puis de voir ce qu'ils étaient devenus. Alors, par exemple, on a des bateaux en exposition donc sur le parvis à l'entrée du salon. On a le First 30. Le First 30 d'André Mauric, qui est exposé à côté de son petit frère, donc le First 30 des années 2010. Et on se rend compte en regardant ces deux bateaux que le volume intérieur a dû doubler de moitié. En naviguant avec ces deux bateaux, parce que j'ai eu l'occasion de le faire à La Rochelle, on se rend compte que le deuxième bateau va 1, 2, 3 nœuds plus vite suivant les conditions. On se rend compte également qu'il consomme moins d'essence, qu'il fait moins de bruit. Et puis on se rend compte que tout est beaucoup plus simple finalement. Que la voile, les progrès qui ont été faits sont énormes. Alors à côté de ce First 30, on a un arpège de chez Dufour. Et le bilan, et un Dufour 375, donc le nouveau modèle qui est un petit peu plus long. Lui, on est à peu près dans les mêmes tailles, mais il est un peu plus grand quand même. Et là, on se rend clairement compte que cette progression, c'est pas un chantier, tel ou tel chantier qui l'a fait, c'est tous les chantiers. C'est sûr. Alors on a mis Analysé, par exemple, qui était l'un des premiers petits croiseurs de chez Jeannot, avec un Sun 2000. Un Sun 2000, c'est un bateau qui a 10 ans quand même, mais on se rend compte également que les choses ont beaucoup évolué. Sur l'Alizé, on naviguait au trapèze. On naviguait en trapèze sur un croiseur à la fin des années 60. C'était quand même un petit peu anachronique. Aujourd'hui, personne ne fait du trapèze sur un croiseur. Ouais. Donc voilà, plein de choses un petit peu marrantes. Ensuite, on a une exposition sur les bouts, parce que dans les années 60, on était encore au bout de chanvre, alors qu'aujourd'hui, on est sur des composites qui peuvent même être biodégradables, c'est-à-dire que s'ils restent dans l'eau de mer, ils finissent par disparaître assez rapidement. Arken nous a apporté une collection de winch par exemple. Incidence a apporté les tissus, c'est-à-dire qu'on commence du coton, du tergal, et puis ensuite on a eu du dacron, on est arrivé au monofilm, les voiles synthétiques, donc avec du carbone, du Kevlar, pour éviter les déformations. Donc tout un tas de petites collections qu'on va retrouver partout dans le salon. On a d'autres choses plus anachroniques, les machines de l'île de Nantes. Alors, oui, parlez-nous-en, oui. Ouais, donc à Nantes, ils sont en train de... C'est un projet très ambitieux qui est de faire un très grand carrousel qui sera sur 3 étages, dont l'étage du bas sera sous l'eau, l'étage mitoyen sera à fleur d'eau et un autre étage sera en hauteur. Alors pour cela, ils réalisent des grosses machines, puisque on a une machine qui fait 8 mètres de large, qui est présente ici, des grosses machines dans lesquelles 1, 2, 3 enfants ou grands enfants, parce que les adultes tiennent dessus, pourront faire un tour dans la mer. Je vois votre œil qui brille, a priori vous avez envie d'essayer. Oui, j'ai eu l'occasion d'essayer quelques-unes des machines, elles sont pas toutes finies bien évidemment, mais ce sont des belles machines et il y a des compteurs autour de ces machines qui vous racontent l'histoire que vous êtes en train de vivre sur la grande la Raymanta ou sur le bateau Tempête ou sur la coquille de noix. Voilà, l'histoire qui est vraiment fabuleuse et qui est une vraie aventure à vivre. Donc je vous invite à vraiment aller faire un tour. On retrouve que l'année dernière, bien sûr, aussi le sapin de Noël, des voiliers. Alors le sapin de Noël qui est l'occasion de présenter des nouveautés. C'est un peu notre page shopping du salon. C'est l'occasion de voir des petits produits auxquels on peut parfois ne pas penser, mais qui existent et qui sont très très présents au salon. Une nouveauté également, c'est l'allée de Grenelle. Alors l'allée du Grenelle, donc j'en parlais juste tout à l'heure, c'est vrai que l'industrie nautique est impliquée maintenant depuis de longues années dans un process visant à être plus performant au niveau de l'environnement, sachant, je le répète toujours, mais que le plaisancier est propre. Le plaisancier sait bien ramener ses affaires, ses déchets à terre. Et l'industrie nautique, fort de ce constat-là, avait commencé très très tôt donc à installer des cuves à eau noire, des réservoirs d'essence anti-débordement, des choses comme ça. Il y a plein de choses qui ont déjà été faites. L'industrie s'est également penchée sur les problèmes de motorisation, le tout électrique, l'hybride, des choses comme ça. Donc plein de choses, les LED qui ont été primés par le prix du bateau bleu l'année dernière, énormément de choses. Et compte tenu du volume, on s'est rendu compte que ça présentait un réel intérêt de les regrouper pour leur donner une vraie visibilité et que le visiteur puisse profiter et voir toutes les actions qui sont faites à destination de l'environnement. Alors en parlant d'action, il y a aussi la scène du nautique qui est maintenant au centre du hall 1.
Ouais, la scène du nautique qui cette année effectivement donc prend de l'ampleur. Elle sera en particulier lundi soir à l'occasion de la remise des prix du marin de l'année par la FFV. Donc à cette occasion, il y a 750 personnes qui sont invitées et je crois que rapprocher le marin de l'année des visiteurs du salon et des plaisanciers et des exposants est une très bonne chose, que ce soit pour la Fédération française de voile bien évidemment, que pour l'industrie en général. Alors Alain, le nautique a ouvert aujourd'hui, donc samedi. Quel est le dernier jour pour venir visiter le salon? Bon, on a encore un petit peu de temps parce que Voilà. le salon ouvre 10 jours, donc on va durer jusqu'à dimanche prochain. Maintenant, il semblerait que les conditions météo vont nous permettre d'accueillir dans des conditions plus convenables certainement nos visiteurs. Et puis je crois que les visiteurs cette année pourront découvrir tellement de choses que ça va les passionner. Merci Alain pour toutes ces informations. Et puis on donne rendez-vous bien sûr à tous les amoureux, on va dire de la mer, pas forcément du bateau, mais de la mer, de venir sur le Salon nautique de Paris.